Alors sur ce point, on peut d'ores et déjà placer que l'individualisation des droits à la formation, puis leur monétisation, l'arrivée de nouvelles modalités de formation, replace et place l'apprenant et donc le salarié comme pilote de son parcours de formation et d'acquisition de compétences. Alors, nous ajoutons aussi à cela, on peut ajouter à cela donc l'arrivée de nouveaux métiers, l'émergence de nouvelles organisations, et donc en conséquence d'avoir une montée sur la responsabilité donc du salarié en matière de santé et sécurité au travail, et donc de la gestion de ses compétences. Alors, c'est certainement une responsabilité qu'il faut relativiser, et peut-être parler d'une co-responsabilité. En mettant en lien avec une finalité en fait d'efficacité, puisqu'il est on va dire incontournable que l'employeur et le salarié puissent rentrer dans un dialogue afin d'aligner les objectifs individuels du salarié et l'objectif collectif de l'entreprise. Donc plutôt une co-responsabilité sur ce sujet. Alors, tu viens d'évoquer l'individualisation des parcours. Quelles conséquences ça peut avoir, si évidemment cette tendance se confirme, sur la formation à la SST ? Alors, plusieurs conséquences. On peut tout d'abord dégager une première conséquence qui va se tenir tout simplement dans un déséquilibre. On va dire aussi à une disparité des compétences en matière de santé et sécurité au travail au sein des entreprises, puisque un déséquilibre dans l'apprentissage et dans la montée en compétences en santé et sécurité entre les différents niveaux hiérarchiques et de responsabilité au sein des structures. La conséquence majeure sur ce point, eh bien, c'est tout simplement aussi de créer des tensions et d'arriver sur des tensions autour du sujet de la santé et sécurité au travail au sein de ces structures. Alors, deuxième compétence aussi, conséquence. Décidément, le bafouillage est contagieux. Deuxième conséquence, dans ce contexte de l'individualisation et de la certification de compétences plutôt individuelles, eh bien, on voit donc apparaître de nouveaux acteurs, de nouveaux prescripteurs, des prescripteurs assurantiels, des contrôleurs, auditeurs, des certificateurs. Là, l'enjeu est vraiment de pouvoir les identifier, les connaître et peut-être à terme aussi les faire monter en compétence sur le sujet de la santé et sécurité au travail. Enfin, l'un des grands enjeux, l'un des grands objectifs à venir sera certainement de pouvoir accompagner tant les entreprises que les individus à réaliser des choix cohérents, homogènes en matière de montée en compétences en santé et sécurité au travail pour avoir au sein de l'entreprise des parties prenantes toutes formées sur un niveau homogène et encore une fois cohérent. Merci Cécile. Paul, si tu veux bien, Cécile vient d'évoquer des trajectoires professionnelles de plus en plus individuelles. Et donc, qui dit trajectoire professionnelle de plus en plus individuelle, dit risque d'une montée en compétences en SST inégale et hétérogène. Et j'emploie des termes mesurés. Alors, quel rôle peut jouer la formation professionnelle continue ? Oui, effectivement, la question de l'individualisation des parcours, du rapport au savoir, etc., c'est un risque. Et il faut, à mon avis, réinjecter du collectif dans cette affaire. Ne serait-ce que parce que, d'abord, on a affaire à un système multi-acteurs autour de la santé et sécurité au travail. Et puis, c'est un système où peut-être il faut instrumenter, en tout cas équiper l'entreprise pour qu'elle soit un vrai partenaire de l'appareil de formation qui est porteur de cette affaire. C'est un enjeu de formation continue, et on voit bien qu'aujourd'hui, l'appareil de formation n'est pas en capacité de suivre l'ensemble des transformations du travail, du développement des compétences. Donc de ce point de vue-là, il faut véritablement aujourd'hui faire confiance aussi au collectif d'entreprise, aux salariés, pour s'impliquer dans cette affaire. C'est un enjeu de formation solidaire, je dirais. Et c'est pas une culture franco-française là-dessus. On a souvent externalisé la formation. Et aujourd'hui, on a besoin certainement de monter en compétence les collectifs de travail autour de ces questions. On peut pas penser qu'il faut réduire la démarche individuelle de chaque salarié par rapport à ces sujets comme relevant de la seule autorité
de l'employeur ou dépendant uniquement de l'intervention d'opérateurs de formation. On a besoin aujourd'hui d'avoir de nouvelles démarches. Bon, et par exemple, je pense aux actions de formation en situation de travail sur lesquelles on doit certainement réfléchir pour introduire cette question de la prévention des risques professionnels. Alors effectivement, les formations en situation de travail, ça a été un vrai débat dans le groupe, notamment à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Comment elles peuvent aider cet apprentissage, y compris quand les lieux de travail sont dangereux. Alors je me tourne vers toi, Cécile. Est-ce que toutes les modalités en formation en SCC se valent ? Grosso modo, est-ce que tout le monde est bon ? Est-ce qu'elles sont toutes adaptées à la formation de la santé et sécurité au travail ? Qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Alors pour répondre à ces questions, il faut se recentrer aussi sur deux conditions de réalisation des actions de formation, et en particulier en santé et sécurité au travail, que vont être dans un premier temps le fait de favoriser pour l'apprenant son questionnement de sa pratique professionnelle, le questionnement de son contexte professionnel, son contexte de travail, son activité, par donc l'effet miroir de l'action de formation. Et puis la deuxième condition à garantir et à valoriser, c'est le droit à l'erreur, qui est un vrai moyen d'ancrer les savoirs, d'ancrer ces savoirs. À partir de là, donc avec ces deux conditions en tête, on va pouvoir questionner les différentes modalités. On parlait tout à l'heure de la FEST, typiquement, qui, pour le coup, par sa modalité... Tu expliques ce que c'est que la FEST ? Oui, donc la formation en situation de travail, qui, donc, par sa modalité, va complètement intégrer la première condition de re-questionnement de sa pratique, puisque formation en situation de travail. Néanmoins, sur cette modalité, c'est là où la réflexion est peut-être à mener, le droit à l'erreur est moins présent. Sur certains risques, sur certains sujets, on voit peut-être une incompatibilité avec ce droit à l'erreur. On parlera par exemple des RPS, donc des risques psychosociaux, ou de risques chimiques, et donc d'exposition à des situations dangereuses. A contrario, ou en complément, on parlait de réalité augmentée tout à l'heure, dans une précédente intervention. Là, pour le coup, cette modalité va vraiment tolérer et accepter le droit à l'erreur et l'intégrer pleinement dans la modalité, ce qui est une vraie plus-value. Là, la question va se poser plutôt sur l'effet miroir et sur le questionnement de sa pratique, car la réalité, dans cette réalité augmentée, pourrait dériver peut-être à une réalité non pas pratique de l'apprenant, mais peut-être une réalité basée sur le prescriptif. Et à ce moment-là, donc, une dérive qui pourrait être une tendance dans ces modalités pourrait être d'avoir des formations à comment réagir à des situations dangereuses, et donc avoir des formations plutôt orientées sur le comportement, et donc très éloignées des attendus sur l'augmentation de la culture santé-sécurité au travail dans les entreprises. Donc ici, l'enjeu majeur est de pouvoir, dans un premier temps, asseoir les messages de base, un socle de base en matière de santé et sécurité au travail, par le biais de modules qui serviraient de première marche, de prérequis à rentrer dans des formations plus qualifiées, plus complexes certainement, et donc par là même d'avoir un impact sur le rôle et le profil du formateur, qui quitterait un petit peu son rôle de répétiteur, puisque toutes ces modalités seraient prises par du distanciel par exemple, pour tendre vers des formateurs certifiés en capacité de pouvoir adjoindre et l'analyse de la pratique et les attendus en matière de santé et sécurité au travail, le tout dans un environnement, dans un organisme de formation qui serait certainement accompagné, monté en compétences aussi sur le sujet de la santé au travail. Donc voilà un petit peu les conditions et les dérives possibles pour pouvoir faire des choix dans les modalités de formation à venir sur le sujet de la santé et sécurité au travail. Si je résume, il faut assurer un socle de base en SST, il faut maîtriser le message de prévention, s'assurer qu'il est audible, et adapter les modalités de formation aux défis des nouvelles organisations du travail. Tout à fait. À partir de là, Paul, qui sait tout sur la formation et qui est un ancien de l'AFPA et qui connaît en particulier bien la formation professionnelle continue, comment on peut garantir la qualité sur les contenus et les modalités de cette formation à la SST qui est quand même très spécifique, quoi.
Oui, d'abord, on voit bien à travers ce que vient de dire Cécile qu'on a besoin de nouvelles complémentarités entre l'appareil de formation et les entreprises. Il faut des allers-retours entre les prescriptions autour de la santé et sécurité au travail et puis les situations singulières que les salariés rencontrent dans les entreprises. Il faut un peu plus capitaliser sur les situations réelles. On voit bien que beaucoup de salariés aujourd'hui exercent des métiers ou des activités qui ne correspondent pas à leur formation initiale. C'est pour ça que je pense que c'est un vrai sujet de la formation continue. Bon, et cette formation professionnelle continue, bon, elle a une caractéristique qui est un peu handicapante par rapport à ces enjeux-là, c'est qu'elle est très spécialisée, très fragmentée, très cloisonnée. Bon, on a un appareil de formation pléthorique en France, 70 000 prestataires. Alors là-dedans, les opérateurs qui sont un peu spécialisés sur la santé et sécurité au travail ne sont pas forcément bien identifiés, mais surtout, on a cloisonné finalement ces problématiques. Et on a des opérateurs de formation qui travaillent sur les compétences, sur les nouvelles organisations de travail, mais qui n'intègrent pas forcément les problématiques de santé et sécurité au travail. Et puis d'un autre côté, on a peut-être des organismes de formation spécialisés sur la santé et sécurité au travail, mais qui devraient peut-être incorporer, intégrer des nouvelles problématiques comme les enjeux environnementaux ou autres, où on voit bien qu'il y a un lien entre la qualité de vie au travail et la qualité de vie en général, quoi. Bon. Donc, on a besoin certainement d'un contrôle social de l'appareil de formation, hein. Moi, je suis un peu dubitatif par rapport aux démarches de certification qualité, de normes qualité, qui tendent à éloigner finalement le contrôle social de la formation professionnelle, qui, de mon point de vue, doit être au cœur de l'attention des partenaires sociaux. Bon, dans les pays où le système de formation professionnelle fonctionne bien, c'est quand les partenaires sociaux se sont emparés des sujets, parce qu'ils sont les représentants des employeurs et des salariés. De ce point de vue-là, c'est un vrai débat aujourd'hui de ne pas avoir une dérive qui consisterait à attester de la qualité des formations à travers des démarches de certification, des démarches normatives qui ne seraient pas discutées, qui ne seraient pas appropriées par le monde du travail. Je pense que le monde du travail doit se réapproprier la question de la formation professionnelle continue. Et là, il y a certainement un enjeu qui sera peut-être abordé dans les tables rondes tout à l'heure. Par exemple, les partenaires sociaux disposent d'un réseau de structures qui interviennent finalement auprès des entreprises, comme les OPCO. Bon, il y a certainement à réfléchir sur la façon dont ces structures accompagnent les transformations du travail, les transformations de l'utilisation de la formation continue dans l'entreprise. On parlait de la FES, la formation en situation de travail. S'il n'y a pas un accompagnement qui vient des branches professionnelles, qui vient finalement du monde des partenaires sociaux, ça restera quelque chose de marginal. C'est vraiment quelque chose qui doit être débattu du côté du monde du travail et pas forcément du côté de l'administration. Merci Paul. Madame Thiébaut tout à l'heure faisait allusion au rôle des CTN qui font un certain nombre de recommandations qui peuvent effectivement avoir des traductions en termes de formation à la SST. Donc je sens que vous êtes en phase là-dessus. Et effectivement, comme tu l'as dit, cet après-midi, un certain nombre de partenaires sociaux représentés au conseil d'administration de l'INRS vont venir exposer leur point de vue au cours de table ronde. Oui, Paul. Et puis il y a un enjeu qui est la montée, le développement de l'apprentissage. L'alternance, l'apprentissage, c'est une nouvelle façon certainement de préparer les jeunes à s'approprier ces questions de santé-sécurité. L'alternance, c'est aussi la responsabilisation de l'entreprise dans l'accompagnement des apprentis et des alternants. Là aussi, il y a certainement des progrès à faire. L'expérience que j'ai, c'est que souvent, on a eu en France une alternance un peu juxtaposée. C'est-à-dire on apprenait au CFA, dans le centre de formation, comment il fallait travailler. Et on appliquait dans l'entreprise ce qu'on avait appris dans le CFA. Il faut trouver une autre façon de coordonner
les apports du centre de formation, mais aussi les apports de l'entreprise. C'est pour ça que l'équipement, l'instrumentation, la formation intégrée au travail du côté de l'entreprise, c'est un moteur aussi du développement de l'apprentissage. Il faut que ça marche sur ses deux jambes, quoi. Tout à fait. Voilà. Merci à vous deux.